aussi, vous craignez l'arrivée d'une seconde vague à la fin de l'été? Non, moi je suis plutôt optimiste dans la mesure où on sait qu'on a une mesure qui fonctionne très bien, qui est le port du masque dans les lieux clos. Je ne pense pas que cette mesure ait encore montré la totalité de son efficacité. Je pense qu'elle n'est pas encore parfaitement appliquée et je pense qu'il y a encore des trous dans la raquette, en particulier avec les lieux professionnels. En revanche, je pense qu'on a tous les éléments aujourd'hui pour être capable de reprendre une activité en évitant cette seconde vague, même si on n'a pas été extrêmement bon entre le déconfinement et la mesure du port du masque obligatoire dans les lieux clos. Alors justement, Paris a emboîté le pas à certaines capitales européennes et grandes villes françaises en rendant le port du masque obligatoire à l'extérieur dans les lieux les plus fréquentés. C'était une mesure nécessaire à votre avis ? Non, je pense qu'en fait là on s'est trompé encore une fois de cible. On doit s'intéresser à l'endroit où se font les contaminations, c'est-à-dire les endroits clos, les endroits où l'air n'est pas renouvelé, où donc la charge virale en suspension dans l'air est suffisamment importante pour infecter les personnes. Et c'est de là que viennent les contaminations. Et donc ça veut dire qu'encore dans les lieux clos, il y a, comme je vous disais, des trous dans la raquette. Se tourner vers l'extérieur, c'est une mauvaise stratégie. Donc non seulement ça embête les gens, puisqu'on est au mois d'août, il fait 40 degrés, les gens sont obligés de porter des masques, et ça détourne l'attention du vrai sujet, qui est soit les rassemblements familiaux, soit les lieux professionnels en lieu clos, où là, il faut mettre des règles strictes, en particulier aussi pour préparer la rentrée de septembre, pour faire en sorte qu'on puisse totalement reprendre avec des règles claires qui nous permettent d'avoir suffisamment confiance dans le fait qu'on peut reprendre l'activité complètement. Le taux d'incidence a grimpé de 33%, c'est-à-dire que le virus circule. On sait que ce sont les jeunes qui sont de plus en plus touchés. La période estivale qui est propice au rassemblement et au déplacement est en cause. Est-ce qu'il fallait mettre plus de restrictions ? Non, je ne pense pas qu'il fallait mettre plus de restrictions. Et la circulation chez les jeunes, contrairement à ce qu'on entend à beaucoup d'endroits, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc il y a une circulation virale qui est plus importante, avec une incidence qui monte en partie parce que vous faites plus de tests et en partie parce qu'effectivement on est plutôt sur une dynamique positive de circulation du virus. À l'inverse, on n'a rien à l'hôpital. Donc ça veut dire que pour l'instant la circulation se fait chez les jeunes, donc elle est relativement indolore pour l'ensemble de la population. La question qui va se poser, c'est est-ce qu'on va avoir des patients qui vont arriver à l'hôpital en août, c'est-à-dire est-ce qu'on aura le virus qui sera un petit peu passé dans les populations vulnérables, c'est ce que nous allons voir et j'espère vraiment que non. Et ça montre la deuxième mesure qui est particulièrement importante, c'est la protection de la population vulnérable. Pour l'instant, ça fonctionne très bien, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà, je pense que pour l'instant, la seule chose qu'on peut regretter, c'est pas d'avoir porté les masques dans les lieux clos suffisamment tôt, mais ça n'a pas l'air d'avoir eu un impact qui, pour l'instant, catastrophique. Donc je pense qu'il faut perfectionner cette mesure et on sera capable de reprendre une rentrée sereine. L'arrivée de l'automne et l'hiver est surtout propice à plusieurs virus. Il y a la grippe et plein d'autres maladies que l'on peut constater. Souvent les symptômes se ressemblent. Est-ce qu'il faudra tester davantage la population française ? Alors, je ne pense pas qu'il va falloir tester davantage, parce qu'aujourd'hui on teste beaucoup, d'ailleurs n'importe qui, les gens se testent qu'ils aient des signes, qu'ils aient un risque ou pas, donc on est déjà dans une stratégie où on teste énormément. Je pense qu'on fera les tests différemment, c'est-à-dire que oui, effectivement, chaque personne qui aura des symptômes, pour le coup, il faudra absolument faire le test pour pouvoir identifier si c'est un SARS-CoV-2 ou si c'est un VRS ou si c'est un virus de la grippe. Donc ça va faire qu'il va falloir faire des prises en charge des patients qui sont différentes. Mais je pense simplement qu'on fera les tests différents. Et comme vous faites bien de le rappeler, l'automne, effectivement, peut être un facteur d'accélération pour plusieurs raisons. Déjà, il va faire plus froid, donc c'est plutôt quand même un facteur qui est favorable au virus. En plus, les gens vont retourner au travail, donc dans des lieux clos. Et puis, il va faire plus froid, les gens seront moins en extérieur. Donc tous ces facteurs-là font que ce seront plutôt des facteurs stimulant la circulation du virus. Mais encore une fois, je vous dis, on a des mesures très efficaces dans les lieux clos. Et donc, c'est pour ça qu'il faut les mettre en place et être assez clair là-dessus. Et à ce moment-là, on pourra reprendre nos activités sans avoir peur de cette seconde vague, en partie de cette seconde vague d'hospitalisation pour les personnes les plus vulnérables. Voilà, être vigilant et bien appliquer tous les gestes barrières et le port du masque. En tout cas, merci beaucoup Martin Blachier d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste et médecin de santé publique. Monsieur le Premier ministre, quel est le point commun entre Anthony Smith, inspecteur du travail, Alex, François, Yacine, Patrick, Ahmed de la RATP, Farida, infirmière, les soignants de l'hôpital psychiatrique du Rouvray, les militants de Bure et les Gilets jaunes? Toutes et tous ont voulu remettre le monde à l'endroit,
Anthony voulait sanctionner une entreprise qui mettait en danger la santé de ses salariés. Les agents de la RATP exerçaient leur droit de grève contre la réforme des retraites qui pourrit nos vies. Farida réclamait plus de moyens pour l'hôpital public. Les militants de Bure luttent contre l'enfouissement des déchets nucléaires pour les générations futures. Les gilets jaunes pour la justice sociale et la démocratie. Mais leur point commun le plus évident, tristesse de notre démocratie, est que vous avez voulu les faire taire. Sans aucune honte, le président dit vouloir changer de méthode. Sanctions disciplinaires, révocation, répression policière et judiciaire, voici le triptyque réservé à celles et ceux qui osent critiquer votre politique, et il n'a pas changé depuis 3 ans. Vous osez parler de dialogue et de démocratie, mais vous n'aimez la démocratie qu'avec des citoyens passifs et silencieux. Vous brisez des vies tous les jours. Le sort des vies humaines n'est définitivement pas votre priorité. Je vous le dis solennellement, un pouvoir qui fait sans cesse recours à la force pour se perpétuer est voué à un destin funeste. Levez les sanctions contre Anthony Smith, contre Alex, Ahmed, François, Yacine, Patrick et tous les autres. Cessez d'envoyer les matraques quand le peuple vous demande des comptes. Cessez d'utiliser la force pour masquer l'indigence de votre politique. Comme des gilets jaunes l'ont très justement rappelé à Emmanuel Macron, le président de la République est, comme nous tous dans cet hémicycle, l'employé du peuple français. Qu'il s'en souvienne et respecte la souveraineté populaire. Alors, Monsieur le Premier ministre, à quand une amnistie pour celles et ceux qui défendent l'intérêt général et sont injustement poursuivis pour leurs actions généreuses? Le 12 septembre prochain, un appel a été donc lancé sur les réseaux sociaux. L'objectif de cette mobilisation? L'objectif de cette mobilisation, c'est de rappeler l'ensemble des revendications à la base des Gilets jaunes qui étaient celles du 17 novembre, de revenir à ce qui était notre cœur de métier, de pouvoir revendiquer et de pouvoir proposer des solutions sur ce qui se passe aujourd'hui en France. C'est aussi l'objectif, ce sera aussi de relancer, on l'imagine, le mouvement. Alors ce terme relancé, on l'entend depuis déjà 1 an et demi avec tous les synonymes, le mouvement s'essouffle, le mouvement manque d'air, mais on parle continuellement du mouvement des Gilets jaunes. À savoir que même pendant le confinement, on a été très actifs sur les réseaux sociaux, on a su être présent dans la rue tout de suite à la sortie du confinement, donc je commence un peu à en avoir assez qu'on parle au passé des Gilets jaunes et de toujours se rappeler au bon souvenir des médias. Alors je sais que RT a l'habitude de parler de nous et je ne vous implique pas dans ce schéma, mais les Gilets jaunes sont bel et bien présents, sont bel et bien actifs. Et aujourd'hui, je le répète, à défaut d'avoir peur des Gilets jaunes en cette date du 12 septembre, il faudrait peut-être avoir peur de tous ceux qui vont arriver sur le marché de la misère. Vous avez des licenciements en pagaille, vous avez 700 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail, sur un marché du travail quasiment inexistant. Donc aujourd'hui et en date du 12 septembre, il sera bon de rappeler à ce nouveau gouvernement qui aujourd'hui surfe sur la vague des 100 jours en distribuant des milliards à tous les côtés et en se baladant un petit peu partout en France pour faire ne serait-ce que de la communication. Il est important de se rappeler au bon souvenir de M. Castex, car apparemment il a pas l'air de connaître les Gilets jaunes parce que rien n'est proposé aux revendications qu'on peut apporter, qui sont celles du mieux vivre, je le rappelle, d'une démocratie directe et participative, la fin des privilèges de nos gouvernants et bien entendu tout ce qui est sur le terrain des violences policières. Donc il est important qu'on soit présent et on sera présent et je vous garantis qu'il n'y aura pas que des Gilets jaunes. Je suis assez central dans le mouvement des Gilets jaunes pour vous dire que le mécontentement et la colère qui va arriver en septembre, elle ne sera pas que Gilets jaunes, elle sera d'abord citoyenne, car l'ensemble des citoyens aujourd'hui sont concernés par nos revendications et par ce qui se passe en France. Alors, vous dites donc ce ne sera pas seulement un mouvement gilet jaune, ce sera un mouvement citoyen. Est-ce que vous appelez à la convergence, Jérôme Rodriguez? On vit une époque assez particulière. Il y a cette pandémie, le mouvement aussi Black Lives Matter aux États-Unis, les dénonciations des violences policières, du racisme aussi. Il y a une rentrée sociale importante qui s'annonce. Est-ce que vous appelez à la convergence des luttes? Alors, au bout d'1 an et demi, je m'aperçois que la convergence est très très compliquée parce que je me suis aperçu que l'ensemble des groupes d'action et des groupes qui sont en lutte, que vous avez pu citer auparavant, ont tous le même objectif. Et il est difficile d'avoir une convergence, à savoir que la convergence, dans tous ces groupes de lutte, sont tous prophètes du chemin à prendre. Mais la finalité est la même. Donc je parlerai peut-être plus d'union, d'une union citoyenne, parce qu'avant d'être gilet jaune, on est des citoyens qui portons un gilet jaune, de pouvoir s'unir dans un but commun, celui de pouvoir améliorer notre qualité de vie, ou surtout, en tout cas, éviter de la dégrader
comme est en train de faire le gouvernement actuellement. Il est important que la France se réveille, il est important que les Français se réveillent et qu'on donne du crédit aux travailleurs et aux Français, et surtout à tous ces Français qui ont tenu la France à bout de bras. C'est la première fois en 1 an et demi, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, que je lance un événement, que j'organise un événement, que je demande à l'ensemble des groupes d'action Gilets jaunes et autres citoyens de pouvoir co-organiser et de retrouver cette union qu'on avait le 17 novembre, de pouvoir s'inscrire dans une manifestation à la fois pacifique, revendicatrice et avec apport de solutions. Aujourd'hui, il est grand temps de rappeler à M. Macron, qui a proposé moult rendez-vous à différents Gilets jaunes, comme à Sandrine, lors du Salon de l'Agriculture, où nous avons envoyé des courriers pour pouvoir être reçus et nous avons des fins de non-recevoir. Donc vous avez aujourd'hui l'ensemble des ministres qui se baladent en France, qui sont prêts à rencontrer l'ensemble des Français, sauf cette catégorie de citoyens avant tout, mais qui portent un gilet jaune. Donc on sera là le 12 septembre. Je prends les risques de pouvoir lancer cet appel. D'autres personnes vont nous rejoindre, d'autres groupes vont nous rejoindre. Pour pouvoir faire évoluer les choses et ne pas sans cesse parler d'un Covid qui aujourd'hui embête les Français et qui empêche de vivre les Français. Et on le voit sur le terrain, ça fait plusieurs semaines que je fais le tour de France, que je m'amuse à aller voir l'ensemble des contestataires de France et qui sont fatigués de cette situation et qui voudraient avoir des réponses et surtout des solutions. Chose qu'aujourd'hui le gouvernement est incapable de nous apporter, à savoir qu'un gouvernement qui aujourd'hui est incapable d'apporter des réponses aux Français ne va utiliser qu'un système de violence et de répression, à défaut de pouvoir s'installer autour d'une table et de pouvoir discuter. Il y a une chose que je veux mettre en avant aussi, parce que j'ai creusé le sujet sur les questions de justice et des enquêtes en cours, c'est que c'est insupportable que Gérald Darmanin soit ministre de l'Intérieur pour une seule et unique raison. C'est qu'il peut bénéficier de remontées d'informations sur l'enquête en cours, que ce soit par son collègue ministre de la Justice ou par ses propres services enquêteurs. Et que oui, quand vous êtes enquêteur sur l'affaire de Gérald Darmanin, excusez-moi, mais vous craignez un peu pour votre carrière et la suite de votre vie professionnelle. Parce que même si vous êtes censé, en théorie, sur le papier, être tout à fait indépendant, libre de faire votre enquête, vous ne devez rendre des comptes qu'au magistrat, l'ambiance doit être un peu complexe quand c'est votre chef tout là-haut qui est mis en cause. Donc le sens moral, le sens politique, le sens éthique, les responsabilités qui devraient animer une nation comme la nôtre devraient pouvoir avoir comme conséquence que Gérald Darmanin ne soit pas ministre de l'Intérieur. Il faut qu'on tire quelques enseignements. On n'a pas eu la maîtrise de certaines choses, notamment dans les médicaments. C'est pour ça qu'on parle depuis longtemps, nous, à la France Insoumise, de pôle public du médicament. J'ai entendu Bruno Le Maire en parler. Oui. Nous, on en parle depuis longtemps. Il faut qu'on accepte que dans notre société, on maîtrise certains éléments essentiels de notre pays, notamment les médicaments. Voilà, ça c'est une proposition qu'on avait fait aux élections présidentielles. À l'époque, on nous disait qu'on était des Vénézuéliens, des sauvages, des socialistes, tout ce que vous voulez. Des socialistes. Oui, vous vous rendez compte, c'est horrible. Et on nous avait dit ça. Après, par exemple, sur les masques, on doit relocaliser certaines entreprises. Moi, je me souviens de l'usine de Plaintel qui a délocalisé. L'usine de Bretagne aurait dû être maintenue. Et par exemple, l'usine de Plaintel, on l'a laissé délocaliser, on l'a laissé partir. Bon, c'était plutôt sous Hollande, mais ça s'est continué sous Macron. On a carrément laissé les Américains, c'était l'entreprise Honeywell à cette époque-là, partir en Tunisie et tronçonner les machines de production qui étaient restées en France pour pas qu'éventuellement il y ait un repreneur qui fasse concurrence avec les usines qui partaient délocalisées. Vous voyez, c'est cette logique-là qu'il faut briser, celle de la rentabilisation à tout prix, celle de la financiarisation des entreprises. Il ne suffit pas de dire qu'il faut faire tout ça en France, on sera tous d'accord. Là, on ne va pas être d'accord, c'est sur les moyens d'y arriver. Quand j'entends qu'on veut aussi, à côté de ça, taper sur les laboratoires pharmaceutiques, interdire les licenciements, etc., vous n'arriverez pas à relocaliser un certain nombre d'activités dans notre pays, y compris des activités aussi compétitives que celles que vous citez là, si à côté de ça, vous voulez interdire les licenciements, surtaxer les entreprises, etc. Il faut être cohérent. Non, mais regardons très rapidement, parce qu'en plus, j'imagine qu'on a d'autres sujets, mais sur les médicaments, Sanofi, ils vont virer 2000 personnes. Pardonnez-moi de vous dire qu'on a donné des millions, voire des milliards d'euros à Sanofi en crédit d'impôt recherche, en CICE, et si on en crédit impôt recherche. Donc, dans d'autres pays. L'État a donné des millions à Sanofi pour qu'elle booste sa recherche. Elle supprime 2000 postes en recherche. Pourquoi? Non, mais attendez, intéressez-vous à pourquoi. Moi, je veux pas qu'on baisse les bras sur ça. Ils suppriment des postes parce qu'ils abandonnent certaines recherches, notamment sur les maladies cardiovasculaires, etc., qu'ils considèrent comme pas rentables. Résultat de quoi? Les gens vont aller bosser aux États-Unis, etc., parce que c'est là où il y aura du boulot. Mais je veux dire, il y a un moment, il faut qu'on accepte que dans certaines entreprises. Attendez, je vais finir. Non, sur certaines entreprises, c'est pas la logique de rentabilité. Pas ces activités-là. Et Sanofi, d'autres régions du monde le font. Attendez, entreprises Sanofi, on les gave avec la sécurité sociale. Pardonnez-moi de vous dire que la plupart des médicaments que fait Sanofi et que vend Sanofi, c'est l'État qui paye, c'est la sécurité sociale, donc c'est les contribuables français. On a le droit de leur demander de faire les choses correctement. Bon, alors là, on est dans une marche des salariés de l'aéronautique
Alors il y a non seulement Airbus, mais il y a aussi des syndicats, des sous-traitants, parce que c'est une production qui est très vaste, très ample, qui implique des dizaines d'entreprises, des milliers d'emplois. Alors c'est une situation qui est assez frappante et intéressante parce qu'elle a des caractéristiques qui mettent l'intelligence au défi. Lesquelles on ne retrouvera pas le niveau de production des avions avant 10 ans, celui qu'on avait avant. Et comme on a en même temps une prise de conscience écologique, il faut qu'on se dise que c'est peut-être pas la pire des choses qui nous arrivent. C'était pas raisonnable de compter sur un doublement du transport aérien au cours des 10 ou 15 prochaines années, compte tenu de la part que le transport aérien a dans la production des gaz à effet de serre et du changement climatique. Donc on est mis au défi. Il faut absolument apprendre à sortir de la logique infernale qui est une entreprise fonctionne et si elle arrête de fonctionner, tout le monde dehors. C'est-à-dire qu'on soit prêt à sacrifier les compétences, les savoir-faire qui sont accumulés. Donc là, l'aéronautique, c'est le nec plus ultra, le top des capacités techniques de ceux qui produisent des avions, aussi bien en les fabriquant concrètement, matériellement, en installant tout ce qui doit être installé pour faire un avion, que sur le plan intellectuel, les ingénieurs et les gens qui sont mis à contribution. Donc, le secteur de l'aéronautique est parfaitement capable de contribuer à d'autres productions de très haut niveau technique dont on a besoin. Donc le problème qui se pose, c'est seulement d'organiser, si j'ose dire, d'organiser le passage des gens d'une activité à l'autre. Mais la peur du lendemain, elle n'existe que parce qu'il y a un pouvoir libéral qui n'a aucune idée sur la manière d'organiser les choses à part compter sur le libre marché. Donc voilà, c'est le sens. Il y a du monde de tous les bords, de toutes ces activités qui sont là. Et c'est comme d'habitude dans ce genre de situation, un moment de solidarité humaine d'abord. Parce que les gens, ils ont peur. Ils ont peur. C'est important pour eux qu'il y ait des gens qui fassent le déplacement, qui viennent avec eux. Et c'est une cause nationale, c'est pas une affaire toulousaine. Bien sûr que ça se passe à Toulouse, mais c'est une cause nationale. C'est comme ça qu'il faut le voir et le penser. La première importance, c'est les êtres humains qui portent cette qualification. Le reste, on trouve des solutions à tout. C'est des histoires de fric, des histoires d'usines à installer, c'est rien ça. Le plus important, c'est les gens. La récession va être d'une violence inouïe. On annonce un chômage multiplié par 2 d'ores et déjà. Oui. En France, idem en Espagne, idem en Italie. Donc ça va être ultra violent. Et ceux qui pourraient continuer, parce qu'il y en a qui ont la tentation de dire il faut couper dans les dépenses publiques, il faut faire des plans de réduction des dépenses de l'hôpital et de santé. C'est ce qu'on entend depuis 10 ans. Ben, non seulement ils vont se prendre les citoyens dans la gueule, mais le risque, pour nous qui sommes européens, c'est quoi? Qu'arrivent des mouvements nationalistes d'extrême droite et qui disent tout ça, c'est fini. Donc, je veux dire, parce que généralement les crises dans l'histoire, ça peut mal finir. On sait que ça peut mal finir. Donc, si on n'a pas en face des Européens, une réaction massive et rapide, il faut. Massive, rapide et qui change par rapport aux dogmes qui sont là depuis 10 ans et qui nous ont mené à la catastrophe. Donc, cette prise de conscience, aura-t-elle lieu? Je n'en sais rien en vérité, parce que je connais les pesanteurs aussi. Je connais certains dirigeants européens qui sont encore dans le monde d'avant la crise et qui réfléchissent comme business as usual. Et je peux vous dire que dans la Commission, il y en a pas mal aussi. Donc, il va falloir qu'on construise un rapport de force. Je pense que les citoyens nous y aident parce qu'eux aussi aspirent à un changement radical et profond. Puis surtout, ils ont peur. Ils ont peur pour leur logement, ils ont peur pour leur emploi, ils ont peur pour leurs gosses. Encore une fois, c'est terrible qu'il ait fallu attendre une crise d'une telle ampleur pour changer profondément l'Europe. Oser nommer les choses, changer en profondeur les traités de l'Union européenne. Nous avons besoin d'une grande politique de solidarité pour réduire les fractures territoriales dans une Union européenne qui a été défigurée par les politiques d'austérité. Partout en Europe, les citoyens se mobilisent contre les conséquences de l'austérité, inscrite au cœur des traités de l'Union européenne.
Partout, ils refusent cet avenir individualiste où les systèmes de solidarité sont brisés un à un. Pour vous donner un fait qui remonte au 29 décembre, donc il y a quelques jours seulement. En France, un livreur d'Uber Eats qui s'appelle Youssef, qui avait 28 ans, il est mort. Il est décédé dans l'exercice de son travail. Le problème, c'est qu'actuellement, ces travailleurs, le fait qu'ils aient des rémunérations dérisoires, de misère, le fait qu'ils n'aient pas de protection sociale, le fait qu'ils n'aient pas de droit au droit du travail, fait que ça les met en danger. Hier, 1200 médecins ont remis leur démission pour dénoncer l'état de délabrement général de nos hôpitaux français. Quand vous dites qu'il y a 75% d'occupation des lits, mais on n'est pas en train de positionner des matériaux dans un entrepôt là. On est en train de regarder des gens. Il y a des épidémies, il y a des moments où il y a davantage de gens qui arrivent et puis des moments où il y en a moins. On ne cherche pas à avoir 99,99% d'occupation des lits et on est à flux tendu. Enfin, c'est quoi cette logique d'entreprise qui vient intervenir dans le système de la santé alors qu'on parle d'êtres humains? C'est quoi la dignité? C'est penser à ces soignants de l'hôpital de Besançon, qui eux aussi sont réduits à des politiques budgétaires. C'est eux aussi qui sont en grève. Alors je vous le dis, Madame Buzyn, si vous nous écoutez, les soignants ne sont pas en grève juste par plaisir, ils sont bien en grève parce que leurs conditions de travail aujourd'hui ne leur permettent plus de prendre les gens en soin dans la dignité qui vous est due. Quand la France renoue avec sa tradition universaliste et révolutionnaire, alors toujours elle rayonne en Europe. Et au contraire, quand la France capitule, année après année, sous les diktats de la Commission, alors oui, elle se discrédite. Le bonheur est une idée neuve en Europe. Eh bien, chers camarades, non seulement soyons heureux de faire campagne, mais faisons advenir le bonheur dans l'Europe que nous voulons construire ensemble. Angela Merkel est venue au Parlement européen puisque l'Allemagne a pris la présidence du Conseil. Dans son discours, elle nous a fait une ode à Beethoven. J'ai bêtement pensé qu'elle parlait du musicien, mais je pense qu'elle parle du film parce que ce matin, nous avions un débat culture et elle n'a envoyé personne. La culture, c'est quoi? C'est un budget qui sera probablement divisé par 2. Alors qu'il y a 7 millions d'artistes, de travailleurs, de travailleuses de la culture qui ont été très impactés par la crise du Covid et qui sont suspendus aujourd'hui aux décisions de leurs États et de l'Union. En face de nous, la Commission, c'était le commissaire Chinas. Son fait d'armes, avoir parlé de la protection du mode de vie européen. Donc en résumé, la fermeture des frontières. Et dans la salle, des discours de droite qui étaient ubuesques. On ne parle pas d'artistes, on ne parle pas de culture, on ne parle pas de bien commun, non. Ces gens sont attachés aux racines chrétiennes et c'est ainsi qu'ils voient la culture. Rappelons que la culture est un bien commun. Césaire disait « ces inventeurs d'âme ». Eh bien, il est grand temps que la Commission prenne ses responsabilités et qu'elle arrête ce dogme de l'austérité et que de véritables politiques publiques soient mises en place pour les artistes. Un deuxième sujet dont je voulais vous parler, les personnes en situation de handicap intellectuel qui ont été, elles aussi, les grandes oubliées pendant la crise du Covid. C'est un vrai sujet. On le sait, ce sont des personnes vulnérables qui vivent dans des hébergements collectifs souvent, qui ont une santé plus fragile. Et le confinement n'a rien arrangé à leur situation. Alors cette résolution, elle a le mérite d'exister. Elle pointe de vrais sujets. Mais malheureusement, elle passe à côté d'évidences. Qui sont? Parler des aidants familiaux, c'est important. Elle n'associe pas assez les personnes en situation de handicap. C'est avec eux qu'il faut construire quelque chose et ne pas parler à leur place. Et finalement, elle passe à côté du plus important, qui est que les personnes en situation de handicap intellectuel sont discriminées tout au long de l'année et de leur vie. Évidemment que c'est une bonne chose, cette résolution. Parce qu'enfin, on parle des personnes en situation de handicap intellectuel dans ce Parlement européen. Ne soyons pas dupes. Cette résolution, elle arrive parce que c'est une association qui la porte. Inclusion Europe. Je vais continuer à travailler avec cette association que j'avais déjà rencontrée, notamment sur des sujets dont on parle peu, l'accès à l'école des enfants en situation de handicap, mais aussi celles et ceux qui les accompagnent. Le handicap, on ne s'y intéresse pas que pendant le Covid. C'est tous les jours, toute l'année.
Et c'est un combat que je mènerai, en tout cas au Parlement européen, pendant tout mon mandat. Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les dormeurs doivent se réveiller. Je répète, les dormeurs doivent se réveiller.